Bonsoir, merci. Attendez juste, je lance ma présentation. Donc aujourd'hui, je suis là en tant que présidente du Laboratoire mondial des sobriétés et peut-être que ça va répondre un petit peu à certaines de vos questions. Pourquoi un laboratoire mondial des sobriétés? Parce que quand j'avais bossé dessus pour le GIEC, je m'étais rendu compte que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la sobriété. Il y a une incompréhension incroyable du côté des scientifiques, mais aussi du côté des décideurs politiques sur la sobriété, ce qu'elle peut nous apporter. Et les seules choses qu'on avait trouvées à l'époque, c'était par exemple des scénarios comme ceux de Negawatt. À l'époque, c'était tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autres scénarios. Puis sont venus. La France est une exception dans les pays de l'OCDE et dans le monde. Nous sommes le seul pays au monde à avoir des scénarios sobriété. Notre premier scénario remonte à 79. Il fut développé par des collègues au Trésor. Donc pendant longtemps, moi, je m'étais inspirée des scénarios Negawatt et je pensais qu'ils étaient les premiers à avoir fait ça. Mais plus tard, j'ai trouvé qu'il y avait eu un scénario développé par des collègues au Trésor au moment de la crise pétrolière. Mais leur scénario avait été enterré parce qu'en 79, c'était la période où on lançait notre parc nucléaire et donc on avait cru qu'on n'avait plus besoin de sobriété. Et puis sont venus bien sûr les scénarios Negawatt et en même temps, pendant la période du GIEC et du travail sur le cycle 6 du GIEC, il y avait RTE qui faisait ces scénarios, il y a eu l'ADEME, mais encore une fois, nous restons une exception dans le monde. Alors tout ça a porté uniquement sur la sobriété énergétique, principalement. Mais en fait, au-delà des économies d'énergie, au-delà de la contribution de la sobriété à réduire nos émissions, à réduire notre impact environnemental, la sobriété est en vérité un projet démocratique. Et lorsqu'on arrive à cette conclusion-là, eh ben, on comprend mieux pourquoi est-ce que certains s'opposent à ce que la sobriété soit intégrée dans nos politiques publiques. Mais avant d'arriver dans la sobriété, je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que la sobriété est très importante. Pourquoi est-ce qu'elle va probablement se mettre en œuvre en ce moment, en fait, dans les années à venir. Et puis je reviendrai sur la création du laboratoire des sobriétés. Parce qu'en fait, nous sommes dos au mur. Ce graphe-là, je l'ai pris du rapport de synthèse du GIEC qui a été publié en 2023, parce qu'à lui tout seul, il résume où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on pourrait aller avec et sans sobriété. Donc, ces barres que vous voyez ici, je vais d'abord vous expliquer la partie haute, puis après j'irai vers la partie basse. Les barres que vous voyez ici représentent l'augmentation moyenne de la température sur Terre par rapport à l'ère industrielle. On commence en 1900, alors que l'ère industrielle a commencé un petit peu avant, juste parce que c'est à partir de 1900 que nous avons un nombre important, représentatif de stations météo dans le monde. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'au début, c'était plutôt bien, puis ça commence à se réchauffer un petit peu. Et surtout, quand on arrive à notre époque, nos travaux s'étaient arrêtés en 2020, donc on arrive ici en 2020, c'est orangé, donc c'est pas bon. En 2020, on était à 1,1 de réchauffement moyen planétaire par rapport à l'ère industrielle. Aujourd'hui, 2024, les dernières données que nous avons, nous sommes à 1,5, 52 je crois. Alors tout ça, on peut dire que c'est notre héritage comme espèce. Peu importe le rôle qu'on a joué dans cet héritage-là de ce que nous avons fait sur Terre. Ensuite, à partir de là, c'est nous qui décidons, nous, citoyens du monde. Donc, nous avons le choix entre deux options. L'option 1, c'est celle-là, c'est avec les politiques actuelles adoptées, y compris qui ont été adoptées jusqu'en 2020, y compris, par exemple, l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour l'Union européenne, qui se traduit par un objectif de neutralité carbone 2050 pour la France. Et bien là, on va arriver à la fin du siècle autour de 3 degrés, un petit peu plus que 3 degrés de réchauffement. Pourquoi est-ce qu'on fait le calcul pour la fin du siècle? Parce que là, c'est la partie climat, le système climat, et l'objectif de l'accord de Paris est donné par rapport à la fin du siècle. Ce qui veut dire 3 degrés de réchauffement moyen planétaire, cela se traduit pour nous à ce fameux 4 degrés pour lequel notre gouvernement nous appelle à nous adapter. Ce que les politiques n'ont pas compris, c'est que pour passer d'un réchauffement moyen de l'ordre de 1,5 à 4 degrés, pour aller de là à là, on aura détruit
tous les écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. Donc on ne se donne aucune chance avec les politiques actuelles, y compris les politiques de neutralité carbone telles qu'elles sont conçues aujourd'hui. Il y a une autre option qui est l'option de l'objectif de 1,5 de l'accord de Paris, c'est celle-là. Donc on ne va pas revenir à là où on était, ce n'est plus possible en fait, il faut des siècles et des siècles pour revenir à là où on était. Par contre, on se donne une chance. Donc ici, on ne se donne aucune chance, ici on se donne une chance, et en particulier dans les pays riches comme les nôtres. Ça, il faut être à 1,5. Et pour être à 1,5 à la fin du siècle, ce n'est pas possible sans sobriété. C'est exclu. L'efficacité et les renouvelables ne vont pas suffire pour nous donner une chance d'être à 1,5. Alors, les collègues du service com du GIEC ont fait, à partir de ce graphe-là, qui est incompréhensible pour les citoyens ordinaires, j'en ai fait l'expérience avec des journalistes de France Télévisions, ils ont traduit ce graphe-là, ils ont humanisé le graphe. Donc, ils ont mis là la génération des retraités. Donc, une personne née dans les années 50. Typiquement, ça représente, dans mon cas, notre famille. Donc, ma mère, née dans les années 50, fin des années 40, et qui arrive aujourd'hui, elle a plus de 60, elle va faire bientôt 80 ans, et donc, elle aura connu une planète plutôt bien. Elle fait partie de la partie de la classe moyenne qui peut se permettre de payer sa facture d'électricité et qui peut se permettre d'avoir un climatiseur. Et donc, elle partira de la planète Terre dans plutôt de bonnes conditions. Bon, elle aura connu quelques vagues de chaleur, mais il est peu probable que ce soit ce qui la tuera, quoi. Ensuite vient la génération des actifs. Moi, je fais partie de cette génération-là. Donc, pour que ma génération, enfin notre génération, la plupart des gens qui sont dans la salle, j'imagine, puissent atteindre l'âge de nos parents, si jamais ça se produisait, ça serait dans de mauvaises conditions. Plus c'est rouge, plus c'est mauvais. Mais le pire, c'est pas nous. Le pire, c'est la génération de mon fils, il se trouve qu'il est né en 2020, ou alors la génération des enfants qui sont en train de naître maintenant, au moment où on parle, dans les maternités françaises, africaines, américaines, indiennes. Ces enfants-là, ils n'ont aucune chance d'arriver à l'âge de leurs grands-parents à la fin du siècle. Aucune. Et lorsqu'on sait ça, on se dit, on n'a pas le choix. On est obligé de se battre pour être dans cette zone-là. Et se battre pour être dans cette zone-là ne pourra se faire que si on intègre la sobriété. Et c'est pour ça que nous sommes nombreux à nous mobiliser, plus que jamais, pour que la sobriété soit intégrée aux politiques de nos pays. Et très probablement que la sobriété se produira d'abord en Europe, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, parce que la sobriété est comprise plutôt comme une restriction, mais en fait, ce n'est pas du tout ça, la sobriété. La sobriété ne pourra se produire que dans des régimes démocratiques et des régimes démocratiques sains, parce que la sobriété est basée sur la co-construction des solutions du vivre ensemble. Lorsqu'on retourne dans la littérature pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est que la sobriété, alors la première chose, l'une des grandes difficultés que j'avais rencontrées pour le rapport du GIEC, mais qu'on est en train de résoudre aujourd'hui grâce au laboratoire des sobriétés, c'est que la sobriété, elle est interdisciplinaire. Elle est pratiquement dans toutes les disciplines, elle est en philosophie et dans pratiquement toutes les disciplines scientifiques. Seulement, le terme n'est pas toujours utilisé, pas exactement de la même façon, donc il faut aller chercher. Donc il faut d'abord comprendre ce qu'est la sobriété pour aller trouver la littérature qu'il y a derrière pour comprendre le concept. Et moi, pour faire ce travail-là, à l'origine, je m'étais basée sur les scénarios de Negawatt qui existaient au moment en 2018-2019. Et c'est à partir de ça que j'ai compris les changements qu'il fallait faire, que j'ai pu trouver les mots-clés pour aller chercher dans la littérature scientifique ce qu'est la sobriété. Ici, je vous résume, donc on pourra faire un truc beaucoup plus lent plus tard si vous le souhaitez, mais les concepts clés qu'il y a derrière, les théories clés qu'il y a derrière le concept de sobriété. En philosophie, à partir de 1987, d'abord le mot sobriété n'est pas du tout nouveau, hein. Il existe pour nous depuis la civilisation grecque, mais dans toutes les autres civilisations, on retrouve le mot. Par contre, avec l'industrialisation, le terme a complètement disparu et puis surtout l'intégration du concept a disparu parce qu'on a cru à tort qu'on pouvait discipliner la nature et que la technologie allait nous aider à tout maîtriser. Là, nous sommes dos au mur, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, dans les temps modernes,
la sobriété, en 1987, Harry Frankfurt, qui est un philosophe américain, il est allé rechercher dans les anciens textes ce qu'est la sobriété. Il est arrivé à la conclusion que la sobriété, c'est garantir que chacun a suffisamment pour bien vivre. Donc, ce n'est pas avoir moins pour plus, etc., mais garantir que chacun a suffisamment pour bien vivre. Et il a dit que ce concept-là, c'est ce qui est, d'ailleurs en anglais, il parle, je le traduis, le sobriétisme, quelque chose qu'on n'entend pas du tout en français. Le travail d'Harry Frankfurt, si vous voulez, en disant que chacun est suffisamment pour bien vivre, c'est ça qui est la limite inférieure ou le corridor inférieur de la sobriété. Après, comme c'est un philosophe, donc sa théorie n'est pas opérationnalisable, si vous voulez. Et son travail a été beaucoup critiqué parce que lui, il disait, une fois que chacun d'entre nous a suffisamment pour bien vivre, on s'en fout de ce qui se passe en haut, donc on ne regarde pas. Donc si je traduisais dans ce qui se passe aujourd'hui, donc si chacun d'entre nous avait accès aux services essentiels, etc., en gros, on s'en foutrait que des gens comme Bernard Arnault existent. Sauf que, en fait, dans la pratique, lorsqu'on intègre la partie économique, on sait que si chacun d'entre nous, et quand je dis chacun d'entre nous, pas juste nous Français, mais en fait dans le monde, avait accès aux services essentiels, s'il y avait de l'équité, eh ben on n'aurait pas les milliardaires qu'on a aujourd'hui. En fait, les milliardaires existent parce que c'est une anomalie de l'économie et de l'organisation du monde. Ensuite, donc son travail, les philosophes ont travaillé dessus, et puis c'est en 2020 qu'un autre philosophe anglais, Liam Shields, a compilé tout ça. Il a dit, en fait, il faut corriger un petit peu le tir. La limite inférieure, c'est bien, c'est garantir que chacun a suffisamment pour bien vivre, mais en fait, il faut quand même regarder ce qui se passe là-haut. Mais bien sûr, comme c'est un philosophe, il ne dit pas comment on opérationnalise ça. C'est ça que moi, j'ai opérationnalisé dans la définition que j'ai pu introduire dans le rapport du GIEC, tout en garantissant le bien-être de tous. Mais c'est vraiment tous. Tous, c'est pas juste vous à Grenoble ou nous en France, tous les citoyens du monde. Et la limite supérieure, c'est dans le respect des limites planétaires. Et pour trouver ces deux concepts, comment opérationnaliser ça, donc j'ai dû aller pour le bien-être, j'ai dû aller dans la littérature qui est en anthropologie, un peu en psychologie, sur les besoins humains. Et en anthropologie, c'est la meilleure référence pour ça, c'est Manfred Max Neef, qui a défini dès les années 90, début des années 90, qui a regardé quels sont les besoins humains. Et lui, il est arrivé à la conclusion que les besoins humains sont les mêmes partout dans le monde, que l'on soit à Paris ou à Dakar ou à New York, parce que nous sommes une même espèce. Mais la différence, c'est dans la façon dont on satisfait les besoins. Et puis le gros problème, c'est que dans les temps modernes, on ne travaille même pas sur comment on satisfait les besoins, mais on travaille plutôt sur les produits. Par exemple, moi, j'ai besoin d'interagir, on a besoin d'interagir ensemble, parce que nous sommes des humains. Et aujourd'hui, j'interagis avec vous grâce à la visio. Je n'ai même pas eu besoin de me déplacer. Mais sur quoi est-ce que la plupart des études portent ? Elles vont porter sur peut-être le coût de la visio, l'impact environnemental de la visio, mais pas du tout sur l'outil, lui il appelle ça le satisfier. Et donc ça a introduit ce concept-là, qui est un concept très fort, une théorie très forte, qui n'a pas eu beaucoup de succès dans le monde occidental, parce qu'il y a eu une autre théorie des besoins, qui a été développée par deux Irlandais, dont Jan Goff. Et eux, en fait, ils divisaient le monde en trois catégories. Donc, le monde développé, si vous voulez, un monde au milieu, je ne me souviens plus comment ils l'appelaient, et le monde en développement. Alors, en fait, ça remet en question, ce que Jan Goff a fait et son collègue, ce qu'ils ont fait remet en question l'idée de l'équité. Mais eux ne se basaient pas du tout sur la question de l'équité. Et ensuite, la question des limites planétaires, où est-ce qu'on met la limite haute, en fait? Les limites planétaires, ça nous vient des sciences de la Terre. Quand on franchit les limites planétaires, pour rappel, il y en a 9, et on en a franchi 8 jusqu'à présent, 7 ou 8. Et donc, quand on franchit les limites planétaires, ça veut dire qu'on rentre dans une zone de turbulence. On rentre dans une zone de risque. On augmente les risques. Et plus on augmente les risques naturels, si vous voulez, plus en vérité, on va augmenter les risques de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble n'est possible que dans un système Terre qui fonctionne bien. Et c'est là où les sciences politiques et sociales interviennent. Donc en sciences sociales, c'est plutôt, comment il s'appelle, Thomas Princeton qui a défini la sobriété. Il a un très bon livre
qui date de 2005. Le titre, c'est La logique de la sobriété. Et lui, il explique que la sobriété, c'est un principe d'organisation des sociétés. Et ce principe-là d'organisation des sociétés devrait être basé, ce qu'on trouve en sciences politiques, sur la codécision. Donc ce n'est plus l'expert à Paris qui va décider de quelles sont les mesures de sobriété à mettre en œuvre à Grenoble, par exemple, mais plutôt le savoir. Il y a une différence entre le savoir et la science, et le savoir est partagé. Le savoir, c'est aussi du vécu, ce qui ne correspond pas du tout à notre façon de faire jusqu'à présent. En mettant tous ces éléments-là ensemble, c'est comme ça que j'étais arrivée à cette définition-là. Donc la sobriété, ce n'est pas le changement de comportement des individus, ce n'est pas mettre la charge mentale pour nous sortir des multicrises que nous vivons sur chacun d'entre nous individuellement, parce que pris individuellement, nous sommes faibles, on ne pourra pas se battre contre le système. Nous ne sommes forts qu'unis, que tous ensemble comme société. Et les pratiques quotidiennes. Et les pratiques quotidiennes, un exemple, c'est Bourdieu avait beaucoup travaillé là-dessus, mais après, ce sont les collègues anglais, en particulier Isabelle Chauve, pour la partie énergie, qui avaient ressuscité les pratiques quotidiennes dans les années 2000. Les pratiques, il y a 25 ans à Paris, on ne pouvait pas faire, c'était très difficile, il fallait être cascadeur pour faire du vélo à Paris, parce qu'il n'y avait pas de pistes cyclables protégées. Il n'y avait pas de pistes cyclables du tout dans Paris à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas encore Copenhague ou Amsterdam, mais c'est beaucoup mieux. Et donc, le vélo est redevenu une pratique. Ce fut une pratique avant, mais on a oublié. Moi, j'ai pas connu cette époque-là. C'était bien avant ma naissance, où les gens prenaient le vélo dans Paris. Et puis, on a complètement changé. Pourquoi est-ce qu'on a changé? Parce qu'on a eu l'industrie automobile et on a tout organisé. On a organisé tout l'aménagement du territoire dans nos villes, dans nos pays, sur la base de la voiture. Donc, c'est la voiture qui est un produit. Donc, on est parti du produit et pas du tout du besoin humain pour organiser nos sociétés. C'est ça qui a créé énormément de problèmes. C'est ça qui a donné naissance, par exemple, au mouvement des Gilets jaunes. Et ce que ces pratiques-là font et ce que ces politiques-là font, c'est qu'elles évitent en amont la demande en toute ressource naturelle et pas seulement énergie, comme ce fut au départ compris en France et en Allemagne. Et bien sûr, cela dans le respect du corridor vivable, parce qu'on ne peut pas vivre dans des sociétés où certains sont ultra riches et d'autres dorment dehors. Ça, ce n'est pas possible. C'est des sociétés, on ne peut pas tenir comme ça. Et puis, bien sûr, on a une contrainte physique qui sont les contraintes physiques qui se résument aujourd'hui dans le cadre de travail des limites planétaires. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que ça ferait si on avait la sobriété au niveau des pays européens, si on considérait la sobriété. On a sorti ça il n'y a pas longtemps. Hop, attendez. Donc, comme la sobriété est un principe d'équité, donc on a regardé qu'est-ce que ça signifie pour la neutralité carbone, par exemple, pour l'accord de Paris. C'était ça que nous étions en train de regarder. Donc on a pris le budget carbone qui reste, les dernières données du budget. Le budget carbone, il faut le comprendre comme étant comme un gâteau, un cake qu'on va se partager. On a mangé un peu plus des 3/4 du cake, il nous reste un petit peu moins du quart, et c'est la seule chose qui nous reste pour continuer à vivre sur Terre. C'est ça qu'il faut prendre, c'est de ça qu'il faut être conscient. Et donc on prend ce budget carbone, et si on considère le principe d'équité, qui est en fait un principe inscrit dans la Convention des Nations Unies sur le climat, qui est repris dans l'accord de Paris, qui a été repris dans tous les documents qui découlent de cette convention-là, et qui, pour la première fois, est repris par la Cour de justice internationale, qui dit qu'en fait, nous avons une responsabilité. La Cour de justice a expliqué dans son opinion de juillet 2025 qu'on ne peut pas juste mettre en place des objectifs de neutralité carbone pour 2050 sans prendre en compte nos émissions passées et sans prendre en compte notre capacité à répondre à la question climat et à tous les impacts liés à la question climat. Ce que vous voyez là, tous ces pays-là qui sont en rouge, ce sont des pays qui n'ont déjà plus de budget carbone. Ça veut dire que c'est des pays qui auraient dû être zéro carbone il y a longtemps. Et après, les autres, ceux qui sont en vert, c'est des pays qui ont encore du temps, même ça peut aller jusqu'à après la fin du siècle. Il y a des pays qui sont des pays en développement,
mais qui ont moins de temps. Par exemple, si je prends l'Algérie, c'est parce que ce sont des pays qui sont exportateurs d'énergie fossile. Et si je prends la France, attendez, elle est où? On est là, nous. Voilà. Nous, on est là. Donc, on aurait dû, il y a différentes façons de faire ce calcul-là. Si on prend en compte juste notre responsabilité historique, ça veut dire nos émissions cumulées, et on calcule ça par rapport à nos émissions territoriales, sachant que la Convention des Nations Unies est basée sur les émissions territoriales, on aurait dû être zéro carbone en 99. Mais si on calcule ça par rapport à notre empreinte carbone, c'était en 97. Et si on intégrait dans le calcul notre capacité, parce que nous sommes un pays riche, à répondre à la crise climatique, eh ben, c'est 85 et 86. Donc on est très très loin, c'est ça la trajectoire qu'on devrait suivre. Et la trajectoire que l'on suit aujourd'hui, je vais vous la montrer, comme ça vous donne... non, ça c'est Scope. Ça c'est la trajectoire que l'on suit aujourd'hui. En fait, c'est comme si on avait le temps. On ignore la nature dans ce que nous faisons, alors que la trajectoire qu'on devrait suivre, c'est plutôt celle-là, en prenant en compte la nature, en prenant en compte les contraintes réelles de la vie sur Terre. Donc, en fait, on est très, très loin de ce que l'on devrait faire. Et pour arriver à faire ça, votre expérience, votre projet est intéressant parce que, il faut un débat démocratique sur comment faire. Nous n'avons plus de budget carbone, nous. Alors, on le sait, et maintenant, on fait comment avec ce qui nous reste? Enfin, comment on fait? Parce que on va pas tous se suicider, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin des conventions citoyennes comme la vôtre, des exercices démocratiques comme les vôtres, pour essayer de trouver des solutions sur comment faire. Un grand merci. Un grand merci, Yamina. On va prendre une ou deux questions, réactions dans la salle avant de passer aux ateliers justement participatifs, puisque vous avez compris, l'un des grands messages, c'est qu'il n'y aura pas de sobriété sans démocratie, donc il va falloir qu'on laisse place à la démocratie. Est-ce que le compte carbone peut être assez efficace ou rapide pour résoudre ce problème? Oui, je pense que... Je ne parle pas de la taxe le carbone. Le compte carbone individuel, vous voulez dire? Oui, je pense. Non, moi je vous dis, c'est une question collective. Le compte carbone individuel, il avait été proposé en Angleterre dans les années 2000, quand ils avaient eu Tony Blair. L'idée, pour des individus, avec l'idée que les gens pouvaient échanger. Si moi je pollue moins, ça veut dire que je pourrais vendre ce qui me reste. D'abord, pour nous, il nous reste rien. Nous sommes en dessous de zéro. Donc, on peut pas avoir de compte carbone pour nous parce que nous sommes en dessous de zéro. Un enfant qui est en train de naître là à Paris, il n'a pas de budget carbone. Il naît avec une dette carbone. Donc, ça va pas nous aider à nous en sortir. Et après, ce n'est pas une question individuelle parce les enfants qui sont en train de naître en ce moment en France, ce n'est pas leur faute s'ils naissent avec une dette carbone. C'est la faute de la société. Et donc, c'est à la société de s'organiser de façon à ce que cet enfant-là puisse grandir en même temps que l'enfant qui est en train de naître à Dakar. Donc, non, ce n'est pas du tout une solution. Le compte carbone, c'est dans la continuité de l'école néoclassique en économie. Et c'est l'école néoclassique qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. En fait, c'est le néolibéralisme, quoi. Merci. On passe la parole à Gilles. Oui, merci Yamina, Gilles Debizet, Université Grenoble-Alpes. Je pose une question sur la codécision. Vous avez insisté là-dessus. Yves Marignac en a aussi parlé, peut-être pas avec le même terme, mais un terme assez proche. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des limites planétaires. Vous avez fait allusion à des décisions qui doivent être prises plus localement, qui renvoient aussi à des limites locales. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Et je voudrais savoir comment doit s'organiser la codécision entre ces différentes échelles. Voilà. Est-ce que vous avez quelques suggestions en la matière? Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas avoir de codécision là. Nous sommes dans un système top-down. Les décisions sont prises et puis on les subit. En fait, il faudrait une révolution démocratique. Il faudrait une révolution démocratique à l'échelle mondiale. On n'a pas ça. J'ai pas la réponse. On la trouve pas dans la littérature. Nous n'avons jamais, il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité un défi aussi grand que le défi écologique auquel nous sommes confrontés.
Du coup, on n'a pas de solution, il faudrait qu'on l'invente. Et c'est pour ça que vos travaux sont intéressants, parce que vous allez vous poser cette question-là, et vous allez très probablement arriver sur des pistes à explorer. Merci. On passe la parole à Sheila. Bonsoir et merci pour l'intervention. J'avais une question sur le côté réglementaire avec l'intérêt général. On voit bien que dans certaines situations de crise ou de guerre, on est sur un intérêt général qui vient des politiques, oui certes, mais aussi sur une situation qui est d'urgence. Comment est-ce qu'on peut accompagner les élus et finalement, même si c'est un débat démocratique, à aller dans le sens de l'intérêt général de la planète et forcer finalement, pourquoi pas, les réglementations et d'aller sur quelque chose de plus drastique, on va dire, en termes de virage. Alors moi, je pense que la gouvernance mondiale aujourd'hui, elle ne permet pas ça. Mais par contre, vu l'état de la planète, le graphe là que je vous ai montré au début, en fait, cette gouvernance-là, c'est une gouvernance dont on a hérité après la Seconde Guerre, et on essaye de gérer le monde, le 21e siècle, avec des outils du 20e issus du 19e. Donc ça ne peut pas marcher, quoi. Mais je pense que la crise écologique va nous imposer de changer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse dans la littérature scientifique. Donc il faut tenter des choses, il faut essayer. En fait, on est dans une situation, il y a deux choses en même temps. On est dans une situation de damage control, point de vue écologique, parce que c'est trop tard pour revenir là où on était avant. C'est impossible durant nos vies, nous. Et en même temps, dans cette situation-là, on doit se préparer à quand la crise sera telle que le système de gouvernance internationale va collapser. Enfin, il n'y a pas d'autre solution possible. Et se préparer au collapse du système de gouvernance internationale. Et pour ça, il faut avoir des outils ou s'outiller, pas juste les élus. Les élus, en fait, ce sont juste des intermédiaires. Donc, il faut qu'on s'outille comme citoyen. Moi, je dis que la sobriété, la sobriété ne pourra se produire que si on arrive à se réapproprier notre citoyenneté. C'est ça que nous avons perdu. Depuis la crise de 29, petit à petit, ils ont pris de nos libertés et ils nous ont fait croire que c'était ça la liberté. C'est la liberté d'aller au McDonald's, c'est ça la liberté en fait. Mais c'est pas du tout ça la vraie liberté. La liberté, c'est le choix de vivre sur Terre que nous n'avons plus, quoi. De comment on vit.